Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. C'est quoi être un homme aujourd'hui? Depuis l'avènement du féminisme et la fin du modèle traditionnel, papa au boulot, maman au fourneau, de nombreux hommes s'interrogent sur leur masculinité. Peut-on encore affirmer sa virilité à l'heure de MeToo? Les hommes ont-ils besoin de nouveaux modèles? Regardez ce reportage de Carole Affligher, on en parle juste après. Un homme, c'est une personne qui travaille exactement comme une femme et qui gère la famille exactement comme une femme. Est-ce qu'être un homme, c'est ne plus être un enfant ou ne pas être une femme? Plus être un enfant, je pense, clairement. Surtout que c'est un peu la transition pour moi en ce moment, donc c'est complexe. Pas être une femme. Alors là, j'ai pas d'idée sur le truc. Bah, physiquement, ouais, mais sinon, il n'y a pas de différence en soi. C'est quoi être un homme? C'est porter les choses lourdes. Être un homme, c'est respecter la femme, c'est se respecter soi-même, c'est vivre tous les jours avec une barbe. Être un homme aujourd'hui, alors que les femmes ont, depuis des décennies et au terme de nombreuses luttes, acquis des droits, elles assument à la fois des tâches ménagères, familiales et professionnelles, sans forcément se questionner sur leur féminité. Les messieurs, en revanche, semblent interroger le sens qu'il reste encore à la masculinité. À 60 ans, Jean-Marc Savoie, éditeur et auteur, s'apprête à écrire un livre sur la question. L'idée m'est venue en pensant à mes fils. Et si un jour, ils me demandent « Dis-moi, papa, qu'est-ce que c'est qu'un homme ?» Qu'est-ce que je vais leur répondre? Et je me suis dit que cette même question que moi j'aurais posée à mon père, la réponse aurait été très simple. Il m'aurait dit « Écoute, c'est très simple, un homme, ça travaille, ça gagne de l'argent, et une mère, ça élève les enfants. » Voilà. Et on aurait parlé d'autre chose. Et alors, je me suis dit « Mais si moi je réponds ça à mes fils, ils vont me dire ah oui, mais maman, elle travaille. Toi, tu fais la cuisine. Tu viens nous chercher à la sortie de l'école. Donc, ça ne marche pas. » Comment on fait pour reconnaître l'autre comme différent? Parce que je continue de penser qu'un homme et une femme, c'est pas pareil. J'ai pas envie qu'on soit dans l'équivalence. Et en même temps, il est fondamental, enfin pour moi en tout cas, il est fondamental qu'on soit dans l'égalité. Disons qu'en quelques années, les femmes ont pris une plus grande place, je pense, dans la société. Et il y a certains hommes qui en souffrent peut-être. Personnellement, j'en souffre pas. Je suis une famille entourée de femmes et je suis très fier de voir mes sœurs, mes cousines, mes tantes, mes amis réussir. Sincèrement, je vois qu'ils n'osent plus faire beaucoup de choses, comme même, je sais pas, tout simplement aller vers une fille, essayer d'avoir une relation. C'est vrai que les femmes, elles sont devenues quand même un peu plus agressives et plus directes. Donc des fois, ils n'osent plus. Et je trouve que c'est dommage. On pourrait croire à un fossé entre générations. Pourtant, même des hommes jeunes ont le sentiment d'avoir perdu leurs repères. En réponse à cela, de nombreux sites web proposent du coaching destiné aux hommes, comme le site École Major, qui offre des formations online et payantes pour aider les hommes à se reprendre en main et redonner du sens à leur existence d'homme. Vous dites, nous sommes dans une société de nuque. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire? C'est une phrase choc, évidemment, qui parle beaucoup aux hommes, parce que beaucoup d'entre eux ont l'impression qu'effectivement, on les éduque et on tient à ce qu'ils soient comme des eunuques, c'est-à-dire qu'ils perdent tous les attributs de leur masculinité pour entrer dans une humanité qui serait dès lors parfaite. Les valeurs masculines invoquées par Julien Rochdy suivent le modèle du mâle alpha des années 50 et celui du guerrier gréco-romain. Pour lui, il s'agit de se préparer à affronter les conséquences d'une société en pleine décadence. Lorsqu'on regarde les formations masculines, encore une fois des Grecs jusqu'aux années 60, on s'aperçoit que la masculinité n'est pas une donnée naturelle, c'est quelque chose
que l'on doit atteindre, c'est toujours un idéal. Et ça, c'est très clair chez les Grecs, chez les Romains, comme encore une fois dans les écoles du début du siècle dernier. Les hommes doivent devenir des hommes, c'est un idéal. Il y a des choses qui demeurent, notamment dans les mécanismes d'attraction entre les hommes et les femmes, dans les stratégies de domination dans la société. Des choses demeurent, même si on dénie la nature, qu'on dénie le passé, qu'on n'a plus envie de voir ça. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui demeurent avec les siècles. Moi, je sais pas, je crois qu'on devrait essayer tout simplement de vivre sur un pied d'égalité, ne serait-ce que dans les démarches amoureuses, la manière dont on rencontre quelqu'un, dont on a envie de séduire cette personne, que ce soit que ça vienne effectivement de l'homme, que ça vienne de la femme. Qu'est-ce que vous appréciez comme caractéristique chez un homme? Chez un homme qui soit homme, quand même, qu'il ait un rôle, qu'il sache quoi faire quand il y a une décision à prendre. Voilà, ça c'est important pour moi. Ouais. Un homme qui montre ses faiblesses, sa vulnérabilité. Alors il y a la faiblesse, comme pleurer. Alors j'ai pas de problème si un homme pleure. Moi je préfère qu'il me dise qu'il a un problème, qu'il souffre et qu'il pleure. Je pense qu'ils font fausse route. Je pense qu'un homme se perd à trop se laisser aller dans les émotions, car les émotions sont des fleuves qui vous emportent de toute manière. Tandis que parmi les qualités masculines et qu'on nous a toujours apprises, en tant qu'homme, depuis des siècles et des siècles, sont des qualités beaucoup plus stoïciennes, d'apprendre à maîtriser ses émotions, à ne pas justement trop souffrir quand quelque chose de grave arrive, et aussi apprendre à ne pas trop jouir quand quelque chose de bon arrive, être capable de se maîtriser. Et lorsqu'on se maîtrise, on maîtrise son environnement, et lorsqu'on maîtrise son environnement, on prend du pouvoir sur son environnement, ce qui nous permet de moins souffrir, et également de pouvoir apporter plus de choses aux autres. Est-ce que l'homme est une femme comme les autres? Non, mais je ne vois pas pourquoi un homme cacherait sa part de féminité, je ne vois pas pourquoi une femme ne vivrait pas une part de masculinité. Et moi, personnellement, je me suis beaucoup investi dans l'éducation de mes enfants, et j'ai été absolument ravi que ma femme me laisse le faire. Je me serais senti dépossédé si je n'avais pas pu aller chercher mes enfants à la sortie de l'école. Et en même temps, je pense qu'ils nous perçoivent comme vraiment deux entités différentes et avec des fonctions différentes. Afin d'étayer ces informations pour son livre, Jean-Marc Savoie s'est rendu dans un camp réservé aux hommes, organisé par la communauté de l'Emmanuel, un groupe de fervents catholiques. Pendant 3 jours, des activités sont proposées aux hommes, allant de la conférence sur des thématiques variées jusqu'à la pratique de sports extrêmes. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que ces hommes qui effectivement s'interrogeaient avec une vraie sincérité, en fait, leur demande, c'était comment je peux être un homme, au sens où on l'entend classiquement dans ces milieux-là, c'est-à-dire autoritaire, qui gouverne sa famille, qui a un rayonnement social réel, comment je peux être un homme sans être un salaud. Et ce questionnement venait du fait qu'eux-mêmes avaient été le fils de pères défaillants. Et ça m'a frappé et touché. C'est-à-dire qu'ils avaient soit des pères qui s'étaient mal comportés, qu'ils avaient abandonnés, qui avaient maltraité leur mère, et au fond, ils n'avaient pas de modèle. Et c'est ça qui m'a ému, et qui m'a renvoyé à ma propre condition, et de fils et de père, justement, qu'est-ce qu'un père transmet à ses enfants, comment on se comporte, et quelles sont les valeurs qu'on donne. Après celle de la femme, serions-nous en train d'assister à la libération de l'homme? Retour au modèle classique et patriarcal, ou lâcher prise pour plus de fluidité entre hommes et femmes? Si une révolution masculine est en marche, elle pourrait bien transformer les fondements de la société en profondeur. Bonjour Alexis Burgère. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Vous avez publié un livre l'an dernier qui est paru aux éditions Fabre qui s'appelle « Le défi masculin, 20 ans de dialogue avec les hommes ». Des hommes, pas tous. Voilà, on voit dans ce reportage que c'est difficile aujourd'hui de définir ce que c'est que la masculinité. À votre avis, toutes ces interrogations, elles viennent d'où? Je crois que la première chose, c'est que
elles viennent, alors qu'auparavant, on ne se posait même pas la question. Et qu'être un homme ou être une femme, ce n'était pas un thème. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, peut-être 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans, je ne sais pas exactement, on était homme parce qu'on avait une voiture, parce qu'on avait un boulot, parce qu'on entretenait sa famille. On était homme par rapport au rôle masculin qu'on arrivait à incarner. Et les femmes étaient femmes par rapport au rôle féminin qu'elles arrivaient à incarner. Et les choses étaient dites. On n'avait pas besoin de se poser des questions là autour. C'est nouveau qu'on se pose cette question. C'est pas qu'on avait une conception qu'on a perdue. On est en train de se dire, tiens, on ne s'est jamais posé cette question. On voit aussi qu'il y a la question des modèles, hein, parce que dans le reportage, on voit Julien Rochdy qui, alors lui, est pour un modèle masculin fort, qui se réfère aux guerriers gréco-romains, aux hommes des années 50. C'est des modèles du passé. Est-ce qu'aujourd'hui, il en manque des modèles? C'est des modèles du passé. Et moi, a priori, je pense qu'on peut chercher dans toutes les directions, y compris dans le passé. Là où je suis bien sûr beaucoup plus mal à l'aise, c'est si les hommes cherchent à se réaliser comme hommes, par opposition aux femmes ou par opposition au féminisme. Et comme on a vu dans le reportage sur ce site web de l'école Mayor, les féministes sont-elles des grosses fainéantes? Pour moi, c'est totalement inacceptable. Le féminisme a rendu service aux femmes, c'est certain, mais il a rendu service aux hommes aussi. Alors, notre deuxième invité ne va pas vous contredire. Bonjour Grégory Jacquet. Bonjour. Vous êtes membre de l'association menheur.ch, une association d'hommes qui œuvre pour l'égalité entre hommes et femmes, entre autres, aussi pour l'accès au congé paternité pour les hommes, hein, le rôle d'un père présent également. Alors, vous, est-ce que vous avez l'impression que cette interrogation sur la masculinité, elle est aussi assez récente, comme le dit Alexis Burgère? Alors, je ferai confiance à M. Burgère sur la question historique. Je pense qu'elle est assez récente. Il y a une autre thèse, je ne saurais pas comment il convient de les opposer, mais une autre thèse qui a été développée notamment par Mme Gazalet dans son livre sur la virilité, qui dit plutôt que la question de la virilité, elle est existante dès que la question de la virilité s'est posée, elle était problématique. C'est-à-dire que si la virilité ou la masculinité ou quelque chose entre les deux, ça signifie exercer un pouvoir sur les autres, les femmes, les enfants ou les autres hommes, eh bien, ce pouvoir étant par définition impossible à atteindre, oui, c'est impossible de l'avoir de manière absolue, il génère instantanément une frustration. Et donc, dans le fond, la virilité, elle est problématique de manière intrinsèque. En existant, elle pose un problème, puisque c'est une injonction qui est difficile à atteindre. Donc, je vois bien qu'effectivement, depuis mai 68, ou depuis une dizaine d'années, ou peut-être même encore moins, cette question qui nous amène ici aujourd'hui à être sur un plateau de télévision, à se demander ce que signifie être un homme, j'imagine pas que ça doit faire très très longtemps que ce genre de question existe dans les médias. Mais enfin, c'est une question qui est plus vieille que ça. Mais vous ne la posez pas vraiment. C'est-à-dire, vous êtes homme, en faveur de l'égalité, homme féministe, on peut dire, et vous ne vous posez pas vraiment la question de qui suis-je en tant qu'homme, de cette identité, ou bien? Je me la pose parce que, dans le fond, animer des conversations sur ce sujet, ça implique d'aller un peu plus loin que simplement m'interroger sur ma propre personne. Mais c'est vrai, je crois avoir, comme bien d'autres hommes de mon âge, fait un peu la paix avec cette question de l'égalité ou du féminisme ou de la virilité, en considérant qu'il est assez possible, sans créer un modèle totalement exotique de nouvel être humain, de vivre dans la société actuelle, raisonnablement intégré dans la culture qu'on a créée, en abandonnant, dans le fond, la partie violente de ce que signifie le rapport homme-femme, et puis autant que possible la partie domination. On va revenir sur cette question de la violence, de la domination en dernière partie d'émission. Mais alors, pour vous, Alexis Burgère, vous qui travaillez avec de nombreux hommes depuis si longtemps, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut commencer à dire aujourd'hui ce qu'est être un homme? Est-ce que ça se définit finalement? Je n'ai pas envie de le définir, moi, parce que je trouve que ce qu'il y a de fantastique dans l'époque qu'on vit, c'est justement qu'on a la liberté de chercher sans susciter des condamnations, des jugements trop difficiles. Et je pense qu'on est dans une phase où il s'agit de chercher ce que ça veut dire. Si quelqu'un trouve son modèle dans le mâle alpha des années 50, moi, je n'ai pas de problème, pour autant qu'il ne me l'impose pas. Personnellement, j'ai eu beaucoup de peine à savoir ce que c'était que ma masculinité. Et puis j'ai oscillé énormément entre un rejet du machisme qui m'amenait à être un petit peu flower power, comme ça, dans les années 60-70,
Et puis aussi le constat que d'être un homme éthéré, aux longs cheveux, avec plein de fleurs partout, etc., c'est pas ça qui me permettait d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes, ni de réussir quelque chose dans le social. J'ai beaucoup hésité. Et je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans la période qu'on vit, c'est qu'on peut hésiter, on peut chercher, on peut faire des expériences pour que chaque homme intéressé à cette démarche-là puisse trouver sa réponse. Et ça me semble vraiment important. Il y a une chose qui m'a frappée dans votre livre, c'est le constat de base que vous faites. Vous parlez d'un fiasco masculin. Oui. On pourrait se dire, OK, on a toujours parlé du sexe fort pour l'homme, et en fait, vous vous dites, mais non, ce sont les losers de la société, en quelque sorte. C'est un mythe absolu, le sexe fort. Ça n'existe plus depuis plus de 100 ans. Oui, au début du XXe siècle, la révolution de l'obstétrique a fait que les femmes ont cessé de mourir en couche ou dans les semaines qui suivent les naissances. Et puis, à partir de ce moment-là, on a vu très clairement une inversion de l'espérance de vie où les femmes, depuis à peu près 100 ans maintenant, ont une espérance de vie supérieure à celle des hommes. Je ne vois pas où est le sexe fort, là. Voilà, donc mortalité... Mortalité plus chez les hommes. Les prisons... La prison, c'est... énorme majorité masculine. Les violences domestiques, 80% les hommes, 20% les femmes. Les abus sexuels, c'est le même genre de pourcentage. On n'est pas à 1% près parce que c'est des statistiques très dures à faire. Mais on est dans ce genre de proportion-là. C'est comme à peu près 8 contre 2. Non, si on regarde les comportements antisociaux, c'est essentiellement des hommes. C'est de la souffrance, ça ? C'est une souffrance, je suis persuadé que c'est une souffrance, mais c'est aussi le résultat d'un conditionnement extrêmement puissant qui a amené les hommes à se déconnecter de leur sensibilité, se déconnecter de leur instinct et perdre le bon sens qui dit si je suis déprimé, je vais consulter, par exemple. Les hommes sont les derniers à les consulter. Ils viennent au dernier moment quand c'est super grave. Vous êtes d'accord avec ce constat, Grégory Jacquet? Oui, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Je suis d'accord avec ce constat. J'ai l'impression que ça a changé à plusieurs époques. Vous avez mentionné il y a 100 ans la révolution de l'obstétrique, probablement la période des années 60, la libération sexuelle, le jeune homme éthéré que vous décriviez. Je me demande s'il y a cette histoire de changement de génération avec la question de nos parents, mes parents en l'occurrence, qui ont vécu dans un modèle que je serais mal placé pour critiquer, dans la mesure où je développe une existence assez heureuse. Et comme vous le disiez, si on peut librement le choisir, il est parfaitement acceptable. La question serait plutôt d'éventuellement créer un autre modèle qui pourrait être disponible, qui pour l'instant n'est pas très publié, et pas très courant, et pas très même enseigné dans le parcours d'une jeune personne. Mais est-ce que les couples ou les familles qui se sont constituées, qui étaient proches de la période de la Deuxième Guerre mondiale ou après la Deuxième Guerre mondiale et qui donc sont constituées à un moment où les familles devaient s'organiser pour survivre, pour ne pas avoir faim, ou alors ont eu des parents qui avaient dû s'organiser pour ça, ont créé une famille qui avait un objectif qui est distinct de celui qu'on a le luxe d'avoir aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça. Dans les années 2000, où lorsque moi je constitue une famille, a priori la question de nous mettre en ordre de bataille pour s'assurer d'avoir à manger est moins indispensable. Et ça fragilise les familles, ça fragilise les couples. Exactement. Et si on garde cette organisation unique, traditionnelle, on conduit nos garçons et nos filles à une existence éventuellement un peu problématique au moment où le couple s'arrête. Vous parlez des parents, alors c'est très important, le père et la mère, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, notamment dans un film qui a été consacré à des voyages que vous organisez dans le désert avec des groupes d'hommes. Oui. Une équipe de documentaires a suivi un de ces voyages, et là on entend ces hommes qui se mettent à nu émotionnellement, qui parlent de leur père et de leur mère. Et alors, ils ont l'air plutôt défaillants. Les pères, très absents. Les mères, toutes puissantes au foyer, un peu castratrices. Il y a un fiasco un peu parental, quelque part, qui estime aussi peut-être la souffrance de certains hommes aujourd'hui. Oui, alors ça, je pense que c'est très vrai. Et ça, je pense que c'est une différence entre les hommes et les femmes. C'est que le lien
entre les pères et les filles, ça a été cassé par la révolution industrielle, le fait que les hommes soient absents tellement longtemps et tellement souvent de la maison. Il y a une rupture de continuité dans le lien des garçons avec leur père qui est beaucoup moins forte chez les filles qui ont pu rester beaucoup plus avec leur mère. Et on considère qu'avant la révolution industrielle, les 3/4 des garçons apprenaient le métier avec leur père et avec les amis du père, les oncles, etc. Après la révolution industrielle, c'était 1/4. Donc la plupart des garçons se sont retrouvés éloignés de leur père, alors que les filles n'étaient pas éloignées de leur mère. Et ça s'additionne à un problème psychologique qui est que quand le garçon grandit, il y a un moment donné, il est très proche de sa mère, à un moment donné, il s'éloigne de sa mère pour aller vers son père. Donc il est plus fragile au niveau de son identité. Et c'est probablement pour ça que les hommes ont plus de questionnements sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme, alors que les femmes, même les femmes militantes, féministes, etc., posent assez peu la question qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Pose la question c'est quoi le statut de la femme dans la société. C'est pas tout à fait la même question. J'aimerais qu'on regarde alors un extrait de ce film que je viens d'évoquer, parce que vous confrontez les hommes à leur agressivité aussi, quelque chose qui peut porter préjudice aux relations entre hommes et femmes aussi. Alors on en regarde vite un extrait. Au travers de mon expérience de vie, j'ai l'impression que j'ai beaucoup ajouté de couches pour me protéger ou qu'on m'a rajouté pour m'identifier. J'ai la chance d'avoir des enfants, j'ai la chance de voir ce qui sort comme énergie de mes enfants. Et j'ai envie de retrouver ça avec ma conscience d'adulte. Même si on a une colère à exprimer, même si on a quelque chose de fort à dire, on peut le dire, mais avec, j'ai envie de dire avec amour, avec plaisir, même si c'est conflictuel. Plutôt qu'effectivement d'attendre le dernier moment et puis de tout balancer, de tout tuer, de tout brûler autour de soi. Poussez-vous, poussez-vous. Alexis Burgers, cette agressivité, il faut pouvoir l'exprimer, en fait. Il ne faut pas la garder à l'intérieur. C'est ça que vous voulez faire passer ? C'est peut-être le point central de ce qui touche les hommes dans leur monde intérieur, c'est qu'est-ce que je fais de mon agressivité. Certains se disent, je cesse d'être agressif, puis je vais être sympa avec tout le monde. Ce qui est certainement, au point de vue moral, quelque chose de positif, mais ça ne marche pas, parce qu'on est fait avec une agressivité, on est constitué avec une agressivité. Et l'agressivité masculine, elle a mauvaise presse, parce qu'elle a amené aux guerres, aux violences domestiques. Donc, pour beaucoup d'hommes, c'est un problème. Et pour moi, c'est important quand un homme part dans une recherche sur sa masculinité, qui n'évacue pas le problème de l'agressivité, mais qu'on en fasse quelque chose de joyeux, comme dans cet extrait, vous voyez que les hommes riaient, et puis quand ils sont dans le jeu, ils rient plus, mais quand ils ont fini le jeu, ils rient de nouveau, parce qu'ils font quelque chose d'utile avec leur agressivité. Et c'est ça qui est important pour les hommes, c'est de pouvoir faire une réflexion, c'est quoi pour moi la masculinité, comme on disait avant, est-ce que je suis à l'aise, pas à l'aise, mais sans nier un aspect aussi fondamental que l'agressivité à l'intérieur de nous, mais d'en faire quelque chose de positif. Et ça, c'est un sujet très délicat qui inquiète beaucoup de monde et qui ont parfois inquiété certaines femmes parce qu'elles se sont dit, est-ce que c'est le retour des hommes agressifs contre nous ? Alors que dans ce travail-là, c'est jamais contre les femmes, c'est pour regagner notre intégrité. Grégory Jacquet, vous avez aussi une expérience assez originale. Vous avez travaillé pour une organisation au Costa Rica qui a pour but de démachiser les hommes, si on peut dire ça comme ça, mais vous travaillez aussi sur la question de la violence avec eux. Expliquez-nous un petit peu ce que vous tentiez de faire. J'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ce que dit Alexis Burgers. Sans aucun doute. Et puis on parlera peut-être aussi de la volonté de chacun de devenir une personne plutôt que de devenir nécessairement un homme et une femme. Oui. Et puis alors, dans ce que fait Menner, il y a aussi la question je découvre la question de l'agressivité, mais aussi de l'agressivité des filles, qu'on leur empêche de vivre dès la première heure, et c'est le cas en tout cas de mes deux petites filles à qui qu'on tente d'empêcher d'exercer cette agressivité, c'est un autre problème. Au Costa Rica, l'association, l'institut pour lequel je travaillais, qui existe toujours, qui a un succès fou avec... ils en sont à 500 ou 600 hommes par semaine qui viennent assister aux séances payantes, pas très chères, mais payantes tout de même pour s'engager dans la démarche. L'Institut reçoit les hommes en leur proposant de venir parler ou traiter les difficultés qu'ils ont dans leur vie de couple
vie de père ou leur vie professionnelle ou amicale, sans dire nécessairement qu'il est question de démachiser, comme vous l'avez dit, ou bien de traiter un problème que les hommes auraient vis-à-vis de l'égalité, parce que là, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'avancerait pour reconnaître qu'ils ont un problème, qui fait bien partie de ce qu'on essaie de traiter. Et cet institut permettait aux hommes, ensemble, de déconstruire la raison pour laquelle ils connaissaient ces problèmes. La plupart de ces hommes arrivent avec un problème de couple, ou avec un problème de relation à la colère, ou à la jalousie, ou à la frustration. Et dans le fond, se rendre compte que la source est souvent la même, qu'elle est assez correctement déconstruite, et qu'on parle que c'est la culture patriarcale dans laquelle ils ont grandi, soit avec leurs parents, soit dans le club de foot, la religion, l'école, ou simplement le rapport aux autres hommes. Et puis ils avancent comme ça dans un processus thérapeutique assez audacieux, assez moderne et peu invasif, je dirais, donc avec un esprit de groupe comme ça, puis qui se rendent compte que dans le fond, on peut discuter de tout ça. Mais ils ressortent comment? Démachisés, c'est-à-dire ils ressortent... c'est des hommes changés, véritablement. Des êtres humains, comme on dit, des personnes. Je pense qu'ils deviennent des personnes. Plutôt que... Ou même qu'ils restent les personnes qu'ils étaient. Voilà. En s'étant débarrassés de l'enrobage, de la décoration machiste et des étiquettes. Et je trouvais assez intéressant, je me disais, mais si vraiment cette démarche va au bout, ils doivent ressortir en étant même esthétiquement ou disons dans la façon de se vêtir différente. Or non. Ces hommes tellement formidables, j'ai vraiment adoré cette expérience, et qui restent, qui viennent tous les mercredis pendant 1 an, 2 ans, continuent à faire ce travail-là, et finalement qui forment une équipe. Ils continuent à avoir des moustaches, faire du fitness, conduire des Harley Davidson, et écouter du métal, ou d'autres choses, par ailleurs, d'ailleurs. Donc ils ne s'extraient pas de la culture dans laquelle ils ont vécu. Simplement, désormais, ils ont peur, ils sont tristes, il leur arrive de pleurer, ils considèrent que les enfants font partie des tâches qui leur reviennent, comme toutes les autres tâches domestiques. Voilà. Donc c'est une révision. J'utilisais quand j'étais là-bas le terme révision. Ils sont un peu révision révisés. Du masculin. Il y aura encore beaucoup d'autres thèmes à aborder, notamment la question de l'éducation des enfants. Vous en parliez, Grégory Jacquet. Malheureusement, on n'aura pas le temps. Vous reviendrez pour nous en parler une autre fois. Mais j'aimerais, pour conclure, poser la même question à chacun. Finalement, comment faire? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour aller vers une identité masculine assumée et apaisée? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on est dans une période où c'est possible de faire des expériences. Donc, moi, ce problème de la masculinité, je ne le vois pas comme un gros problème parce qu'on a vraiment plein d'options. Et pourquoi pas les prendre? C'est sympa de faire des groupes hommes. Alors, ce qui est très important pour moi, pour les hommes, c'est qu'ils aient plus accès à la verbalisation de ce qu'ils vivent, les émotions, leur sensibilité, etc. Les hommes sont aussi sensibles que les femmes, mais ils ont une très nette longueur de retard pour ce qui est de l'expression. Et c'est important que les hommes puissent faire des expériences ensemble, que ce soit autour de la tristesse, de la colère, de la force, de la faiblesse, etc. Parce que c'est comme ça qu'ils vont se rendre compte que ça fait aussi partie du masculin. C'est pas en demandant aux femmes comment être qu'ils vont avoir le sentiment qu'ils ont retrouvé leur intégrité. Mais une démarche comme ça, elle est agréable. Donc on peut la faire dans un certain plaisir, puis avec une éthique assez positive. Grégory Jacquet. Peut-être je suis d'accord avec ça, et faire exister un modèle alternatif. Le publier, le faire exister à travers des livres, des films, dans les écoles, et simplement expliquer que le modèle traditionnel, il n'est pas forcément à rejeter, pas créer un nouveau conflit alors qu'on cherche à en résoudre un. En revanche, faire exister un modèle un peu plus apaisé des relations entre personnes qui permettent de faire cesser le sexisme, l'homophobie, de penser que tous les attributs méritent d'exister et que chaque personne a le droit de faire les choix qu'il veut. Pour ça, faire exister autre chose que le seul modèle qu'on connaît depuis longtemps dans la culture populaire, qui est le modèle patriarcal. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautspascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. La semaine prochaine, vous découvrirez l'itinéraire d'un homme condamné à la prison à vie pour avoir tué une femme et son fils sous l'emprise de la drogue. Depuis, il a tissé un lien extraordinaire avec la mère et grand-mère des victimes à travers 10 ans de correspondance. C'est à voir samedi prochain dans Faut pas croire, et d'ici là, portez-vous bien.